Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'entreprise française GTT, qui est donc disponible sur PEA et qui regroupe plusieurs caractéristiques très intéressantes, vous allez le voir. Dans cette vidéo, on va donc voir la rentabilité, la croissance de GTT, on verra aussi le management de GTT, son allocation de capital sur les dernières années, son avantage concurrentiel. On fera aussi un tour sur le business model complet pour vraiment comprendre comment GTT gagne de l'argent. Et enfin, on terminera par faire un petit aperçu de la valorisation de GTT. Est-ce que à l'heure actuelle, GTT est à un niveau plutôt surévalué, sous-évalué ou plutôt justement évalué? C'est ça qu'on verra à la toute fin. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir si c'est une entreprise intéressante à acheter en ce moment. Comme toujours, on commence par l'analyse du business model, donc essayer de comprendre comment GTT gagne concrètement de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Eh bien déjà, GTT, il ne faut pas se tromper, c'est pas une entreprise d'énergie. Hein, c'est pas du tout comme Total Energy, ça n'a rien à voir. C'est une entreprise à première vue plutôt technologique, ou en tout cas qui va vendre des licences technologiques et intellectuelles. C'est-à-dire qu'en fait, GTT ne vend aucun produit physique. Ça, il faut bien se rendre compte. GTT n'a jamais vendu 1 cm3 de gaz. GTT vend seulement des licences technologiques. Elle vend en fait une forme de savoir-faire pour construire des méthaniers, qui sont donc des énormes navires qui vont permettre de transporter le gaz naturel liquéfié. Ça veut dire évidemment qu'il y a une certaine exposition au secteur du gaz, hein, puisque forcément plus le gaz est rentable, et bien plus on va construire de méthaniers pour le transporter, mais dans les faits, GTT ne produit pas de gaz, ne l'exporte pas ou ne construit pas directement les méthaniers. Elle va juste fournir auprès des armateurs et des chantiers navals bien, les licences technologiques qui permettent de fabriquer ces méthaniers, puisque en fait ce sont des navires qui fonctionnent sur des technologies assez spécifiques pour tout simplement permettre de transporter le gaz naturel liquéfié, qui est un élément plutôt instable, et donc il faut être capable de canaliser quand on le transporte. Donc si on fait un petit point de vue sur la checklist que j'ai pour analyser un business model, les produits vendus, ce sont donc des licences technologiques. Ça c'est super parce que typiquement on va être sur un business où en fait il n'y a aucun coût de production, puisque l'entreprise ne produit rien en fait. Résumer son business model, ça pourrait se réduire à vendre une feuille de papier sur laquelle il y a des plans. Ça vaut de l'or, mais typiquement, c'est une simple feuille de papier qu'ils vendent, et c'est ça qui est assez incroyable pour une société de cette envergure-là. Leurs clients, ce sont donc les armateurs et les chantiers navals qui vont être principalement situés en Corée du Sud et en Chine. Il faut savoir que la Corée du Sud, c'est vraiment là d'où viennent la plupart des navires de commerce mondiaux. C'est vraiment un endroit où il y a énormément de navires énormes qui sont fabriqués. Ça a été une des spécialisations du pays il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, et ça l'est resté, même si la Chine a aussi une part importante. Et donc, en termes de fabrication de méthaniers, de transporteurs de GNL, c'est la Corée du Sud qui domine, et donc mécaniquement, c'est eux leurs principaux clients. C'est un petit point positif parce que on préfère que ce soit la Corée du Sud qui soit prédominant par rapport à la Chine, puisque on s'en doute bien que le gouvernement chinois, ça le ferait bien chier de devoir, que ces entreprises soient obligées de dépenser autant d'argent auprès d'une entreprise française. Ensuite, les produits, ils sont absolument indispensables à la production. Le chantier naval, il ne peut pas se passer de la licence technologique. De toute manière, il y a un contrat qui est signé, donc il ne va pas pouvoir s'en passer une fois que le contrat est signé. Et c'est devenu quelque chose de quasi normatif, c'est-à-dire que pour construire un méthanier, il faut une licence technologique fournie par GTT. Sinon, votre méthanier, il ne va même pas avoir le droit de naviguer en mer, donc c'est absolument indispensable. Le mode de facturation, on est principalement sur des royalties, c'est-à-dire que sur les volumes transportés par les méthaniers, GTT va prendre une petite partie qui tout simplement va leur revenir pour le fait qu'ils fournissent la licence technologique. Il y a aussi un forfait qui est convenu au début du contrat, donc en gros les deux principaux sources de rémunération, ça va être le forfait au début du contrat pour signer le contrat, et ensuite les royalties qui vont eux durer toute la durée du contrat, sachant qu'on est sur des contrats assez long terme, on peut être sur du 10 ans, 15 ans, donc c'est très très long, donc ça veut dire qu'il y a une certaine récurrence et une certaine prévisibilité, même si le fait qu'il y ait du forfait dans le mode de facturation, ça fait qu'on peut avoir des pics qui vont être momentanés, puis ensuite une stabilisation de la croissance. Et c'est peut-être ce qu'on a eu en fait sur les dernières années. C'est pas dit que la croissance qui a été très très bonne sur les dernières années de GTT se poursuive, il est assez
fort probable que cette croissance se calme un petit peu, en fait, qu'on se reste ensuite sur les royalties et qu'on n'ait plus vraiment de source de revenus de forfait. Et donc on est à une croissance un peu plus modérée, hein, autour des 5-6%, parce que là on a eu quand même des très très grosses croissances sur les dernières années. Le positionnement prix, alors c'est un petit peu compliqué de parler de ça pour GTT, mais en gros, sur le coût total du navire, la licence de GTT, elle va coûter à peu près 6% du coût de production, donc c'est quand même pas mal, mais en même temps, c'est pas non plus énormissime par rapport au reste des coûts, donc on est sur un positionnement prix qui est correct. Alors là, j'ai mis que c'était du premium parce qu'en fait, c'est les seuls qui fournissent ce service, donc évidemment qu'on est sur du premium, mais en soi, il n'y a pas vraiment de positionnement prix, hein, on n'est pas sur une marque de chaussures. Mais bref, avec tout ça, pour moi, le business model de GTT, c'est un 10 sur 10. Honnêtement, on ne peut pas faire mieux. On est sur un business model qui va être excellemment rentable, excellemment scalable aussi. C'est-à-dire que finalement, quand vous vendez un bout de papier et que vous en vendiez 10 ou 12, c'est le même coût de production pour vous. Donc ça, c'est super scalable et donc ça veut dire des super marges. On va le voir après. Le mode de facturation, il est bien et les produits, ils sont indispensables. Et ça, c'est toujours quelque chose de cool parce que ça veut dire que bien le client, il ne va pas se dire je vais rogner sur sa dépense quand ça va mal. Non, il est obligé de la garder. Ensuite, donc, on va passer à l'analyse quantitative, donc toujours deux choses, rentabilité et croissance. Pour l'endettement, c'est simple, GTT n'a pas de dette, donc en gros, ça, on écarte le problème. Mais en termes de rentabilité, là, on ne peut pas faire mieux, honnêtement. Marge brute de 96%, comme je l'ai dit, ils vendent un bout de papier, donc forcément, il n'y a aucun coût de production. D'ailleurs, ça pourrait être 100%. Bon, 96, 100%, c'est pareil. La marge free cash flow est de 47% et la moyenne sur 10 ans, elle est de 47%. Et pour la marge opérationnelle et la moyenne sur 10 ans, c'est la même chose, 58% pour les deux. En gros, on est sur des marges énormissimes et ça, souvent, ça traduit quelque chose. Ça s'appelle un monopole, un duopole ou un oligopole. Dans le cas de GTT, on va le voir, on est en monopole total. Et c'est assez simple, hein. Si vous voyez une marge à plus de 40%, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y a une position monopolistique très très forte, c'est-à-dire oligopole, duopole ou monopole. Ça se vérifie pour Visa et Mastercard, ça se vérifie pour VeriSign, ça se vérifie pour plein d'entreprises. Les entreprises avec les plus fortes marges sont toujours celles qui sont en monopole. Le ROCE, il est très bon à 75%. Évidemment, il y a très peu de besoins en capitaux, donc c'est logique à ce niveau-là. Maintenant, si on parle croissance, c'est un peu moins bien, puisque la croissance du CA en annuel, elle est de 11%, mais elle est clairement non linéaire. Et là, c'est là où on a une exposition au secteur du gaz, puisque les prix du gaz ne sont pas linéaires, hein, ça évolue avec le temps, à la hausse comme à la baisse parfois, même si sur le long terme, c'est plutôt à la hausse. Mais ça veut dire que c'est non linéaire, ça veut dire que c'est pas hyper prévisible, même si avec les royalties, c'est assez prévisible quand même. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de totalement linéaire. Par contre, en 2024, on a une croissance de 50%. Clairement, là, on ne pouvait pas faire mieux. Côté bénéfice, pareil, croissance de 11% annuellement pour le free cash flow. C'est non linéaire, pardon. Et operating profit, on est aussi à une croissance de 10% annuelle qui, évidemment, est non linéaire aussi. En termes de croissance pour 2024, au niveau des bénéfices, on est à plus 67%. Donc, plus de croissance des bénéfices que du CA, c'est normal. On est sur un business model qui a une très très bonne marge brute, donc principalement des coûts fixes. Et donc, quand il y a augmentation du chiffre d'affaires, il y a une augmentation des bénéfices qui est plus importante parce que les coûts n'augmentent pas aussi vite que le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle la scalabilité et c'est ce qu'on va chercher dans un business model pour avoir la meilleure performance possible. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. En termes de notes quantitatives, j'ai donc mis la note de 8 sur 10. Alors en termes de rentabilité, c'est du sur 10. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Par contre, la croissance, certes, elle est bonne si on prend sur 10 ans, mais la réalité, c'est qu'elle est en fait surtout boostée par 2024. Or, on va le voir, on n'est pas du tout sûr que la croissance va se poursuivre de manière aussi explosive dans les prochaines années. Donc ça veut dire que le plus 50%, il a tiré à la hausse toute la croissance annuelle, mais ce n'est pas nécessairement extrêmement représentatif. Donc c'est pour ça que je parle d'une bonne croissance qui est non linéaire, puisqu'on va le voir, on l'a vu, c'est clairement en dents de scie parfois. Et on a eu une forte croissance en 2024, ce qui ça est très bien, et on peut être très content de ça pour GTT, et c'est clairement une entreprise qui est de qualité en termes de chiffres. Bon, avec tout ça, ça nous donne déjà une bonne entreprise. On va quand même continuer l'analyse en allant dans le fondamental. Alors le fondamental, c'est quoi? C'est trois choses. Est-ce que le management est compétent? Est-ce que son allocation de capital est bonne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle maximise le rendement pour l'actionnaire? Et enfin, est-ce que l'avantage concurrentiel de GTT, il est solide? Est-ce qu'en gros, elle peut tenir les concurrents à l'écart pendant un certain temps?
Commençons donc par le management, le CEO, le PDG, c'est Philippe Berthet-Rotière qui est là depuis 2009. Il ne faisait pas partie de l'entreprise auparavant et c'est un profil grande école. Donc il a fait HEC et Sciences Po, donc c'est quelqu'un qui a passé pas mal de temps quand même dans des grosses boîtes. C'est typiquement le cas du patron du CAC 40 français. On retrouve ça dans beaucoup de boîtes. C'est pas forcément les CEO qui me plaisent, mais bon, faut faire avec. Donc, est-ce que on a un PDG fondateur au management ou au board? Pas du tout, parce que Berthet-Rotière, il n'était pas dans l'entreprise avant 2009. Il est arrivé en tant que CEO, ça c'est quand même assez fort. Bon, maintenant il est là depuis 15 ans, donc il connaît un peu quand même, 16 ans même, donc il connaît un petit peu le job. Est-ce qu'il a du skin in the games? Il détient 0,38% de la boîte, ce qui n'est pas très significatif, mais si ça représente quand même 18 millions d'euros, ce qui doit représenter une grosse partie de sa fortune. Donc à ce niveau-là, c'est pas hyper convaincant. Et en gros, ce que je peux dire sur le management, c'est que c'est pas incroyable. On est sur un management qui est au maximum correct et on peut pas présupposer que les intérêts du management sont particulièrement alignés avec ceux des actionnaires, puisque le management n'est pas non plus totalement impliqué, que ce soit de manière financière ou affective, dans l'entreprise. Néanmoins, ça ne veut pas dire que son allocation de capital est mauvaise, et donc ça, on va le juger séparément. Je rappelle vite fait que l'allocation de capital, c'est la première mission du management. C'est pas la gestion opérationnelle. La première mission du management, ça n'est pas de gérer les ventes, de vendre plus. La première mission du management, c'est allouer les capitaux générés. Quand une entreprise génère de l'argent, le PDG, il doit savoir quoi en faire. C'est la première chose, c'est sa première mission. Ensuite, il peut y avoir la gestion opérationnelle, mais c'est pas... mais la priorité, c'est l'allocation de capital, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier à la fois le management et l'allocation de capital ensemble. Pour 2024, ça ce sont les données de 2024, on a donc une allocation de capital qui est surtout centrée sur le retour à l'actionnaire, sous la forme de dividendes. Alors on est sur PEA, donc ça ne me dérange pas puisque les dividendes ne sont pas fiscalisés. Ce serait sur CTO là, ce serait dramatique, mais ok, sur PEA ça ne me dérange pas. Évidemment, c'est une entreprise qui n'a pas un gros besoin en capitaux, donc des capex de 17%, sachant qu'ils ont quand même pas mal augmenté en 2024. La moyenne était plutôt autour de 10-12%. Donc à ce niveau-là, on est quand même sur une entreprise qui a un faible besoin en capitaux. Et là, en termes de croissance externe, on est sur quelque chose de marginal, puisque l'entreprise fait quasiment pas d'acquisition. Ça représentait 3 à 4% de son operating cash flow en 2024. Donc c'est marginal, c'est négligeable, on n'est pas obligé de le prendre en compte. L'entreprise ne fait pas de rachat d'actions classique pour une entreprise française et elle garde un petit peu en cash. Bon, ça de toute manière, elle va l'utiliser tôt ou tard, sûrement pour verser un dividende lorsque la croissance ne sera pas aussi bonne et qu'elle voudra continuer à augmenter son dividende, puisque les entreprises françaises aiment bien l'idée d'avoir un dividende qui croît chaque année. Or, si la croissance se tarit un petit peu, c'est bien d'avoir quelques réserves de cash pour assurer la croissance du dividende sur encore quelques années. Donc cette allocation de capital, moi, elle me convient en fait. Typiquement pour GTT, on comprend qu'il n'y a pas forcément des investissements énormes à faire. Et donc l'argent, il faut le restituer aux actionnaires, que ce soit sous la forme de rachat d'actions ou de dividendes. On est sur PEA, les dividendes, ça me va. Et en termes d'allocation de capital, c'est une bonne allocation de capital, c'est tout ce que je peux dire. Et enfin, on va passer au point où il n'y a pas trop de débat, le moat. Est-ce que GTT a un moat? Est-ce qu'elle a un avantage concurrentiel qui permet d'éloigner les concurrents? Là, il n'y a pas trop de débat parce qu'on est sûr qu'ils ont un moat, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est leader sur son marché, elle est en situation de monopole, il n'y a absolument aucun concurrent. Il y en a plusieurs qui ont essayé d'émerger, notamment en Chine, qui ont voulu concurrencer GTT, mais ils se sont rendus compte que c'était assez galère et globalement, ils en ont chié, donc ils ont préféré arrêter. Ils se sont dit, de toute façon, ça ne coûte pas non plus un bras, donc on va acheter les produits, les licences de GTT, plutôt que d'essayer de développer nos propres produits. On peut vérifier ça aussi avec la marge free cash flow de 47% et le ROCE de 75%. Comme toujours, une entreprise ultra rentable, c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel. Vous ne cassez pas la tête à trop chercher les avantages concurrentiels, vous regardez la rentabilité. Si elle est très élevée, c'est qu'il y a avantage concurrentiel. Si vous êtes sur la rentabilité de Carrefour à 3%, là vous êtes sûr qu'il y a des concurrents. On peut quand même se poser la question de quels sont ces avantages concurrentiels, ça c'est toujours intéressant. Donc là pour GTT, ça va principalement être des actifs intangibles, les intangible assets, avec une avance technologique de plusieurs décennies. GTT ça fait c'est une société qui a été créée dans les années 60-70, donc ça fait bien longtemps qu'ils sont spécialisés sur le sujet, et en plus ils ont
documenter tout leur savoir-faire par un portefeuille massif de brevets pour protéger, tout simplement pour empêcher les concurrents de venir sur le marché. Et ce portefeuille, il est renouvelable. Hein. Comme toujours, les brevets, on peut, en les améliorant à chaque fois, les renouveler. C'est le principe du brevet. Et c'est ce qui fait que GTT n'a jamais eu de concurrent. Il y a aussi un deuxième mode qui est un mode de switching cost et un mode réglementaire. Donc réglementaire, on l'a dit au début, c'est parce que les licences technologiques vendues par GTT sont devenues normatives, c'est-à-dire que c'est quasiment indispensable pour faire fonctionner un méthanier. Et switching cost, de toute manière, on verra pas bien où ils vont changer pour une alternative, hein, les clients, parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais on pourrait imaginer que ce serait un peu galère, puisqu'il faudrait déjà rompre le contrat, puis se réadapter aux nouvelles technologies fournies par le concurrent. Bref, ce serait un gros bordel. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a un moat qui est absolument indétrônable. On ne peut pas faire mieux comme moat. GTT a un moat absolument énorme et c'est ça qui en fait une super entreprise. En termes de notes fondamentales, j'ai mis la note de 7 sur 10. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu mettre 8 sur 10, honnêtement, la note était un peu dure, mais 7 sur 10, pourquoi ? Parce que on a certes un avantage concurrentiel qui est très solide, mais l'allocation de capital, elle est correcte, et le management, il ne me convainc pas forcément énormément. Après, on est sur un business model qui n'est pas hyper dur à gérer. Ça se voit en fait, hein. Les clients sont faciles à trouver, vous avez juste à leur fournir les bons documents en gros et à faire en sorte que l'avantage concurrentiel il tienne. Donc la note fondamentale dans ce cas-là, elle aurait pu être plus élevée. J'ai mis la note de 7 sur 10 parce qu'il y a quand même des critères qui ne sont pas remplis selon moi, notamment sur le fait que le PDG, eh bien, il est arrivé dans la boîte et il est directement passé PDG. Ça pour moi, c'est pas forcément une bonne chose. Et puis aussi, il n'a pas un skin de game qui est très significatif. Mais bref, avec tout ça, ça nous fait quand même une super entreprise pour l'instant, et c'est clairement une entreprise qui rejoint ma watchlist pour une fois, potentiellement qu'elle rejoigne mon portefeuille un jour. Pour ça, il va falloir regarder du côté de la valorisation pour savoir si GTT à l'heure actuelle est plutôt sur ou sous-valorisé, pour essayer de comprendre à ce niveau-là. Alors, pour la valorisation, j'ai pris les trois mêmes critères, hein, comme d'habitude, le free cash flow, l'EBITDA et le bénéfice brut. Donc, pour GTT, le free cash flow, on est aujourd'hui à peu près à 20, la moyenne sur 3 ans étant à 24, on est en dessous. Pour l'EBITDA, on est aujourd'hui à 15, la moyenne sur 3 ans étant à 21, donc on est bien en dessous. Et pour le bénéfice brut, on est aujourd'hui à 9,6, la moyenne est à 11,7, donc on est en dessous, encore une fois, en gros, on est en dessous des valorisations historiques. Et si on fait cette fois un DCF conservateur, là je suis parti sur quelque chose d'assez conservateur pour l'instant, un DCF sur 10 ans, donc il faut imaginer qu'il va y avoir sûrement une baisse de la croissance dans les prochaines années, on ne va pas continuer sur un rythme de 50% par an, il ne faut pas y croire non plus, enfin moi en tout cas je ne crois pas, et donc j'ai mis une croissance sur 10 ans des free cash flow de 7%, ce qui est quand même assez conservateur, on fera une simulation avec 8% tout à l'heure, et une estimation du niveau de free cash flow à la fin de 10 pour le ratio de valorisation, de 19 pardon, pour le ratio de valorisation. Aujourd'hui on est à peu près à 20, donc c'est un petit peu en dessous, c'est un peu conservateur, c'est bien, et ce qui nous donnerait un prix juste à 150 €, soit 10% en dessous du prix actuel, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 166, donc une valorisation quasi intéressante, hein, si on prend des estimations un poil plus optimiste, on tombera sur le prix juste, hein, je vais vous montrer. Voilà, là vous avez le DCF pour comprendre, donc avec 7% de croissance et 19 de ratio de valorisation, on tombe bien à 150 €, mais si on met par exemple du 8%, avec 20, pourquoi pas, eh bien on tombe sur 167 €, soit le prix actuel. Donc vous voyez qu'en prenant différentes estimations, eh bien on arrive plus ou moins au prix actuel. Ce qu'on peut dire, c'est que GTT actuellement n'est pas particulièrement survalorisé, on est plutôt sur une entreprise qui est justement valorisée. Après, tout dépend de la croissance future, et ça, j'ai pas de boule de cristal, mais ce dont on peut être à peu près sûr, c'est que la croissance va pas être aussi explosive qu'elle a été, hein, elle va se calmer peut-être autour des 8% par an, justement, ce qui serait déjà assez bien pour une entreprise comme GTT, qui est une entreprise déjà qui est très qualitative. Pour conclure, eh bien GTT, c'est une entreprise qui remplit assez bien tous les critères. C'est vraiment une entreprise de qualité avec un très bon business model, avec une bonne rentabilité et une bonne croissance, avec une bonne analyse fondamentale. D'ailleurs, j'ai mis la mauvaise note, 7 sur 10, et avec une valorisation actuelle qui est plutôt justement valorisée, peut-être légèrement survalorisée, mais honnêtement, ça dépend juste des estimations qu'on fait, et à ce niveau-là, c'est difficile de prévoir précisément. Donc, on peut dire que l'action n'est pas particulièrement survalorisée, elle n'est pas particulièrement sous-valorisée non plus.
hein, c'est pas une opportunité énorme aujourd'hui, mais c'est une opportunité correcte. On va quand même jeter un petit coup d'œil au rapport semestriel, au dernier rapport, qui peut être intéressant à regarder. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, donc on a eu une croissance, on est passé de 643 millions à 737 millions, donc une croissance plutôt bonne de 15% sur un trimestre, donc ça c'est très bien à ce niveau-là, c'est une très bonne croissance, on voit qu'on continue à être sur une bonne croissance, même si on a plutôt diminué par rapport à 2023-2024, hein, on a eu des 26-27%, et par le passé en fait on a déjà eu des croissances importantes comme ça, hein, 19-28, et ensuite ça s'est calmé, on a eu des moins 10, moins 12, moins 6, donc on voit que c'est une entreprise clairement qui est cyclique, donc ça il faut pas, enfin qui est modérément cyclique, hein, parce que c'est pas non plus une montagne russe, mais on voit qu'il y a eu des périodes, typiquement entre 2013 et 2019, il n'y a pas eu de croissance globalement. Ensuite, il y a eu une bonne augmentation, comme on a pu avoir aujourd'hui, et ensuite ça s'est calmé, puis c'est reparti. Bref, c'est une entreprise qui varie avec les cours du prix du gaz, donc ça il faut le prendre en compte. Si on regarde aussi au niveau de l'operating income, et bien là on va avoir à peu près la même chose, une très très bonne croissance. Ça c'est l'effet de scalabilité qui fait que quand vous avez une croissance du chiffre d'affaires, vous avez plus de croissance de l'operating profit, et donc on a des croissances qui sont beaucoup plus importantes, hein. On est à 32, 26, 23, donc des croissances qui sont quand même très sympas et qui font de GTT une super entreprise à ce niveau-là. Et pour ceux que ça intéresserait aussi, petit point important, ça c'est les montants versés en dividendes par GTT. Moi les dividendes c'est pas nécessairement quelque chose que je regarde attentivement puisque de toute manière ils sont corrélés aux bénéfices. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que les gens vont peut-être se dire waouh, il y a une augmentation énorme du dividende, c'est génial. Ça a déjà eu lieu par le passé et ensuite ils ont dû le diminuer. Et vous le voyez ici typiquement, 2018, 2019, 2020, il y a eu augmentation du chiffre d'affaires, donc augmentation des bénéfices, donc ils se sont dit on va verser plus de dividendes. Résultat, ils ont tapé un record, puis ils n'ont pas augmenté, et puis ils ont diminué le dividende parce que leur activité a perdu en activité, justement en volume. Donc il ne faut pas se dire que là l'augmentation elle est acquise, ça peut très bien atteindre un palier et ensuite retomber, ce qui serait dommageable, mais ce qui peut totalement arriver, ça il ne faut pas l'oublier. Et donc moi c'est quelque chose que je crains un petit peu pour GTT et c'est ce qui fait que je suis un peu plus réticent à y aller que juste après une simple analyse comme ça, hein. Il faudrait avoir une connaissance un peu plus fine du sujet du GNL. Maintenant si on se tient aux déclarations du management, eh bien eux ils ont un carnet de commandes, donc ce qui leur permet d'avoir un peu de visibilité et ils disent que le carnet de commandes il est plutôt plein pour l'instant, donc il semblerait que la croissance se poursuive dans les prochaines années, ce qui est plutôt positif et ce qui peut faire une très bonne opportunité d'investissement pour GTT. Moi personnellement c'est une entreprise qui, si elle venait à descendre légèrement en valorisation, parce que là je considère qu'on n'est pas non plus sur une autre opportunité énormissime, et bien là ça pourrait vraiment commencer à m'intéresser. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de valo. Donc ça c'est par rapport au free cash flow, on est aujourd'hui donc à peu près 18.2, 19, voilà, on est dans ces eaux là, et typiquement en fait, hein, on a beaucoup diminué par rapport à ces plus hauts, mais on est au-dessus quand même des années 2020. Donc en fait, en fonction de où on se place, on est plus ou moins élevé. Maintenant, clairement, si on continue sur une croissance à 2 chiffres comme elles l'ont été sur les dernières années, GTT n'est pas survalorisé du tout. Ça peut être une très bonne opportunité d'investissement. Et voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi vos avis en commentaire pour savoir si bien vous, personnellement, vous seriez prêt à acheter GTT à ce prix-là ou à un autre prix. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.